Imaginez un vol de nuit au-dessus de l'océan Atlantique. 228 personnes à bord. Une traversée de plus de 11 heures entre Rio de Janeiro et Paris. Un avion moderne, un équipage chevronné, tout semble normal. Jusqu'à ce que, en plein ciel, un enchaînement d'événements transforme ce voyage en cauchemar absolu. Ceci est l'histoire du vol Air France 447, l'un des crashs aériens les plus marquants de l'histoire de l'aviation. Le 31 mai 2009, à 19h29, l'Airbus A330-203 d'Air France décolle de l'aéroport international de Rio de Janeiro. Sa destination ? Paris, Charles de Gaulle. À bord, des passagers de 32 nationalités différentes, des couples en lune de miel, des cadres en déplacement professionnel, des familles rentrant chez elles. Parmi eux, un enfant de 11 ans et un bébé de 9 mois. Aux commandes, 3 pilotes expérimentés. Le commandant de bord, Marc Dubois, 58 ans, un vétéran avec près de 11 000 heures de vol, et 2 copilotes, David Robert et Pierre-Cédric Bonin, tous deux habitués au long courrier. La météo n'est pas idéale. Une large zone de turbulence et d'orage barre leur route au-dessus de l'Atlantique. Rien d'inhabituel pour ce trajet. Les pilotes savent gérer ce genre de situation. Mais ce soir-là, un enchaînement fatal va se produire. À 2h08 du matin, l'avion entre dans une zone de cumulonimbus, ces nuages d'orage massifs qui peuvent provoquer de fortes turbulences. L'équipage n'est pas inquiet. Pourtant, dans l'ombre, une menace invisible est en train de se former. À 2h10, les sondes Pitot, ces petits capteurs situés sur le fuselage et servant à mesurer la vitesse de l'avion, commencent à geler. C'est un problème connu. Ces sondes, fabriquées par Thales, ont déjà montré des signes de faiblesse face aux conditions extrêmes en haute altitude. Et soudain, les données de vitesse disparaissent. L'ordinateur de bord ne peut plus calculer correctement la vitesse de l'appareil. Le pilote automatique se désengage immédiatement. Dans le cockpit, le stress monte. Le commandant de bord, qui était parti se reposer un peu plus tôt, n'est pas présent. Ce sont les 2 copilotes qui doivent gérer la situation. Le copilote Bonin, qui est aux commandes, tire sur le manche et cabre l'avion. Une réaction instinctive, mais une erreur fatale. À haute altitude, cabrer un avion sans vitesse suffisante peut le faire décrocher. L'air ne circule plus correctement sur les ailes. L'alarme de décrochage se déclenche dans le cockpit. Un bruit strident, répété plus de 75 fois en 4 minutes. Mais la panique s'installe. La vitesse indiquée est incohérente. Les pilotes sont désorientés dans l'obscurité totale au-dessus de l'océan, sans aucun repère visuel. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Plutôt que de pousser sur le manche pour redonner de la portance à l'avion, Bonin maintient le nez levé. L'Airbus est désormais en chute libre, descendant à 10 000 pieds par minute. À 2h12, le commandant de bord revient précipitamment dans le cockpit. Il demande ce qu'il se passe, mais il est trop tard. L'Airbus A330 continue de tomber, son nez légèrement relevé. L'océan se rapproche à une vitesse terrifiante. À 2h14, après 4 minutes de descente incontrôlée, l'appareil frappe l'eau avec une force colossale. Le choc est instantané. L'avion se disloque à l'impact. Aucun des 228 passagers et membres d'équipage ne survit. L'Air France 447 a disparu, englouti dans les abysses. Au sol, l'inquiétude monte. Le vol devait atterrir à 11h10 à Paris, mais il ne donne plus aucun signe de vie. Très vite, Air France annonce qu'il s'est probablement écrasé en mer. Mais où exactement ? L'Atlantique est immense et les recherches sont extrêmement complexes. Pendant des jours, seuls quelques débris flottants sont retrouvés. L'épave, elle, reste introuvable. Il faudra 2 ans pour localiser l'appareil, reposant à 3900 mètres de profondeur. Lorsqu'on récupère les boîtes noires, la vérité éclate. Une défaillance des sondes Pitot a déclenché la catastrophe. Mais surtout,
les erreurs humaines ont condamné l'équipage. Bonin, paniqué, n'avait pas réalisé qu'il devait simplement redresser l'appareil en piquant légèrement pour reprendre de la vitesse. Le crash du vol Air France 447 est devenu un cas d'école dans la formation des pilotes. Il a conduit à des changements majeurs: remplacement des sondes pitot sur tous les avions Airbus, meilleure formation des pilotes face aux situations de décrochage, amélioration des instruments de bord pour mieux alerter l'équipage. Aujourd'hui encore, cette catastrophe rappelle combien l'aviation reste un équilibre fragile entre technologie et réaction humaine. 17 juillet 2014. Un Boeing 777 traverse le ciel à 10 000 mètres d'altitude. À son bord, 298 personnes. Ce vol doit relier Amsterdam à Kuala Lumpur. Mais au-dessus de l'Ukraine, à des milliers de kilomètres du conflit qui agite l'est du pays, un drame inimaginable va se produire. En une fraction de seconde, l'avion va disparaître des radars. Que s'est-il passé à bord du vol Malaysia Airlines 17 ? Ce matin-là, l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, est en pleine effervescence. Parmi les passagers qui embarquent sur le vol MH17, on trouve des familles en route pour des vacances en Asie, des chercheurs qui se rendent à une conférence internationale sur le sida en Australie, des couples, des enfants, des bébés. Aucun d'entre eux ne se doute que ce vol va devenir l'un des plus tragiques de l'histoire de l'aviation moderne. L'appareil, un Boeing 777-200ER, est un avion fiable, piloté par un équipage expérimenté. Le décollage se déroule sans encombre à 12h31, heure locale. Direction: Kuala Lumpur, un vol de plus de 11 heures. À bord, l'ambiance est paisible. Le commandant de bord et ses copilotes suivent leur plan de vol. À 33 000 pieds, le ciel est dégagé. Tout semble normal. Pourtant, sous leurs pieds, la situation au sol est loin d'être aussi calme. Depuis plusieurs mois, un conflit armé fait rage à l'est de l'Ukraine. Des affrontements opposent les forces ukrainiennes aux séparatistes pro-russes. Des avions militaires ont déjà été abattus dans la région. Mais à cette altitude, le Boeing 777 est censé être hors de danger. À 16h20, au-dessus du Donbass, alors que l'appareil vole à sa vitesse de croisière, un missile solaire est tiré depuis la terre ferme. Un système Burke, une arme redoutable conçue pour détruire des avions à haute altitude. Le missile, lancé depuis une zone contrôlée par les séparatistes, file droit vers le Boeing. À une vitesse fulgurante, il atteint sa cible et explose à quelques mètres du cockpit. L'onde de choc est dévastatrice. L'avant de l'appareil est éventré en une fraction de seconde. Le cockpit est pulvérisé. L'avion se brise en plusieurs morceaux et s'écrase en pleine campagne ukrainienne. Sur les radars, le vol MH17 disparaît brutalement. Dans les minutes qui suivent, les premières images de débris apparaissent sur les réseaux sociaux. Des témoins racontent avoir vu un objet en feu tomber du ciel. Au sol, c'est un spectacle de désolation. Des morceaux de fuselage éparpillés sur plusieurs kilomètres, des bagages éventrés, des sièges encore attachés à leurs passagers. Il n'y a aucun survivant. L'annonce du crash fait l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. Les autorités ukrainiennes accusent immédiatement les séparatistes pro-russes d'avoir abattu l'avion. La Russie, elle, nie toute implication. Très vite, une enquête internationale est ouverte. Mais sur le terrain, l'accès aux débris est compliqué. La zone est en pleine guerre. Il faudra des mois pour récupérer les boîtes noires et reconstituer le puzzle macabre. Les analyses révèlent rapidement que l'avion a bien été abattu par un missile Buk de fabrication russe. Ce système, déployé en Ukraine, aurait été fourni aux séparatistes par Moscou. L'enquête menée par les Pays-Bas et d'autres pays occidentaux conclut que le missile a été tiré depuis une zone contrôlée par les rebelles. La Russie, elle, rejette les conclusions et propose d'autres théories sans jamais reconnaître sa responsabilité. Les familles des victimes, elles, réclament justice. Des années plus tard, en 2022, un tribunal néerlandais condamnera par contumace 3 hommes liés aux séparatistes pro-russes pour leur rôle dans cette tragédie. Mais la question reste en suspens. Qui a donné l'ordre de tirer ? Le vol Malaysia Airlines 17 est devenu un symbole des horreurs de la guerre moderne. Un avion civil, innocent, pris dans un conflit qui ne le concernait pas. 298 vies fauchées en une seconde.
Aujourd'hui encore, ce drame rappelle à quel point le ciel peut être un lieu de paix ou de tragédie. Le 12 août 1985, une journée d'été ordinaire au Japon. À l'aéroport de Tokyo Haneda, 509 passagers et 15 membres d'équipage montent à bord d'un Boeing 747 de la Japan Airlines. Destination: Osaka. Un vol court, à peine 54 minutes. Mais quelques minutes après le décollage, un bruit sourd retentit. L'avion devient incontrôlable. Pendant 32 minutes, l'équipage et les passagers vont vivre l'une des pires agonies de l'histoire de l'aviation. Ceci est le récit du vol Japan Airlines 123. Il est 18h12 lorsque le Boeing 747 SR décolle de l'aéroport de Tokyo Haneda. À son bord, des familles, des hommes d'affaires, des enfants, des touristes. Parmi eux, une célébrité japonaise très connue, Kyu Sakamoto, chanteur du tube mondial Sukiyaki. Aux commandes, le commandant de bord Masami Takahama, 49 ans, et son équipage expérimenté. Le vol s'annonce calme. Mais à 18h24, alors que l'appareil grimpe vers son altitude de croisière à 7300 mètres, un bruit assourdissant secoue toute la cabine. Une violente détonation. L'avion se met à vibrer. À l'arrière, une énorme partie du fuselage vient d'exploser. En une fraction de seconde, la dépressurisation est totale. Une violente aspiration emporte tout ce qui n'est pas attaché. Dans le cockpit, les alarmes retentissent. Les pilotes tentent de comprendre ce qui se passe. Très vite, un constat terrible. Les commandes ne répondent plus normalement. Le stabilisateur vertical, cette grande dérive située à l'arrière de l'avion et qui permet de le diriger, s'est arraché. Avec lui, les commandes hydrauliques essentielles au contrôle de l'appareil sont détruites. Le Boeing 747 est désormais incontrôlable. L'avion commence à tanguer dangereusement, oscillant de gauche à droite dans un mouvement incontrôlé. Les pilotes luttent pour le maintenir en l'air. À bord, la panique s'installe. Les passagers écrivent des messages d'adieu sur des morceaux de papier, sur des sacs à vomi, sur tout ce qu'ils trouvent. Ils savent. L'avion ne pourra pas tenir longtemps. Pendant 32 minutes, le Boeing 747 devient une prison volante en perdition. Les pilotes tentent désespérément de le ramener vers Tokyo Haneda ou vers un aéroport militaire proche. Mais sans gouverne, sans contrôle précis, c'est impossible. L'avion continue d'osciller, perd de l'altitude, remonte légèrement, puis chute encore. À 18h56, l'inévitable se produit. Après une dernière descente incontrôlée, l'appareil heurte les montagnes escarpées du mont Takamagahara, à 100 km de Tokyo. L'impact est d'une violence inouïe. Une gigantesque explosion illumine la forêt dense. Au sol, les contrôleurs aériens assistent, impuissants, à la disparition du vol 123. Les secours sont immédiatement envoyés, mais la zone est difficile d'accès. Ce n'est que le lendemain matin, près de 12 heures après le crash, que les sauveteurs atteignent enfin l'épave. Et là, un miracle. 4 survivants. 4 femmes, gravement blessées, mais vivantes. Elles ont été protégées par des débris de l'avion qui ont amorti le choc. Pour les 520 autres occupants, il n'y a aucun espoir. Ce crash devient le pire accident aérien impliquant un seul avion de toute l'histoire. L'enquête révélera un terrible scandale. 7 ans plus tôt, en 1978, le même avion avait subi un atterrissage d'urgence à cause d'un problème de pressurisation. Boeing avait effectué des réparations, mais mal exécutées. La cloison arrière, censée être un rempart entre la cabine et la pression extérieure, s'est rompue en plein vol, provoquant l'arrachement du stabilisateur vertical. Une erreur humaine, une réparation bâclée et 520 vies perdues. Ce drame marquera à jamais l'histoire de l'aviation japonaise. Japan Airlines et Boeing seront durement critiqués.
un des ingénieurs de Boeing, responsable de la réparation défectueuse, se suicidera peu après, en laissant un mot d'excuse. De nouvelles réglementations sur l'entretien des avions seront mises en place pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Aujourd'hui encore, le site du crash est un lieu de recueillement. Chaque année, des familles viennent se recueillir sur les pentes du mont Takamagahara, là où 520 âmes ont péri dans l'un des moments les plus déchirants de l'aviation. 21 décembre 1988. À 3 jours de Noël, l'aéroport de Londres Heathrow est en effervescence. Parmi la foule de voyageurs, 259 personnes embarquent à bord d'un Boeing 747 de la Pan Am. Destination, New York. Un vol de routine, des centaines de familles impatientes de retrouver leurs proches pour les fêtes. Mais ce soir-là, au-dessus de l'Écosse, à 9400 mètres d'altitude, une explosion va déchirer le ciel. En une seconde, l'avion est pulvérisé. Que s'est-il passé à bord du vol Pan Am 103 ? Il est 18h25 lorsque le Boeing 747, surnommé Clipper Made of the Seas, décolle de Londres Heathrow. C'est un vol transatlantique classique, reliant Londres à New York avec une escale prévue à Détroit. À bord, des étudiants américains rentrant pour les fêtes, des hommes d'affaires, des touristes. L'équipage est composé de professionnels chevronnés. Tout semble normal. À 19h02, alors que l'avion survole la petite ville de Lockerbie, en Écosse, le contrôle aérien de Prestwick suit sa trajectoire sans le moindre problème. Puis soudain, à 19h03 et 11 secondes, tout bascule. Une explosion d'une violence inouïe secoue l'appareil. L'onde de choc déchire instantanément le fuselage. Le nez de l'avion se détache presque immédiatement. En une fraction de seconde, le cockpit et la première classe se désolidarisent du reste de l'appareil. Les pilotes n'ont même pas le temps de comprendre ce qui vient de se produire. Le reste de l'avion, devenu un amas incontrôlable de métal et de flammes, se disloque en plein ciel. Les moteurs se détachent, les ailes explosent en heurtant l'air à plus de 800 km/h. Des morceaux de fuselage, des bagages, des sièges et des passagers commencent à tomber du ciel, s'éparpillant sur plusieurs kilomètres. À Lockerbie, il est 19h04 lorsque le silence de la nuit est brisé par une détonation apocalyptique. Une boule de feu s'abat sur la petite ville. Un immense réservoir de carburant, encore rempli, explose en touchant une rangée de maisons. En quelques secondes, Sherwood Crescent, un paisible quartier résidentiel, est réduit en cendres. Les secours sont dépassés. Des débris enflammés jonchent le sol. L'air est saturé d'une odeur de kérosène et de chair brûlée. Sur place, 11 habitants de Lockerbie sont tués sur le coup. Au total, 270 personnes périssent ce soir-là. 259 occupants de l'avion et 11 résidents au sol. C'est le pire attentat aérien jamais commis sur le sol britannique. Mais une question demeure. Qui a posé cette bombe ? L'enquête débute immédiatement. Très vite, les experts découvrent un trou béant dans la soute avant de l'avion. L'analyse des débris révèle la présence de traces d'explosifs. Une bombe a été placée à bord, cachée dans une valise enregistrée depuis Malte. Mais qui en est responsable ? Pendant des mois, les enquêteurs suivent la piste des circuits électroniques retrouvés parmi les débris. Ces composants proviennent d'un détonateur utilisé par des groupes terroristes. En 1991, les preuves désignent 2 suspects, Abdelbasset Al-Megrahi et Lamine Khalifa Fhimma, 2 agents des services secrets libyens. La Libye, dirigée par le colonel Kadhafi, est accusée d'avoir orchestré l'attentat en représailles à des frappes américaines sur Tripoli en 1986. Après des années de tensions diplomatiques, Al-Megrahi sera finalement jugé et condamné à perpétuité en 2001. Il restera en prison jusqu'en 2009 avant d'être libéré pour raisons médicales, atteignant une célébrité controversée dans son pays natal. Mais les familles des victimes n'auront jamais toutes les réponses. Qui a véritablement ordonné cet attentat ? Pourquoi ces passagers innocents ont-ils payé le prix d'un conflit politique qui les dépassait ? Le drame de Lockerbie est un rappel tragique de la vulnérabilité du transport aérien face au terrorisme. Depuis cet attentat, les contrôles de sécurité sur les bagages enregistrés ont été radicalement renforcés dans le monde entier. Pourtant, pour ceux qui ont perdu des êtres chers ce soir-là, aucune mesure ne pourra jamais effacer la douleur.
3 mars 1974. L'aéroport d'Orly, en région parisienne, est en pleine effervescence. Le vol Turkish Airlines 981, un McDonnell Douglas DC-10, s'apprête à décoller pour Londres. À son bord, 346 passagers et membres d'équipage. Un vol de routine, sans histoire. Mais en quelques minutes, l'impensable va se produire. Une défaillance mécanique, une tragédie inévitable. Cet avion ne verra jamais Londres. Voici l'histoire du vol Turkish Airlines 981, l'un des pires accidents de l'aviation civile. Ce matin-là, l'appareil a déjà effectué une première partie de son voyage entre Istanbul et Paris sans encombre. Lors de l'escale à Orly, de nombreux passagers montent à bord pour la dernière portion du trajet vers Londres. Parmi eux, un grand groupe de touristes britanniques, des cadres d'entreprise, des étudiants japonais en voyage en Europe. Tout semble normal. Il est 12h32 quand le DC-10 s'élance sur la piste et décolle. L'avion grimpe rapidement vers son altitude de croisière. Les pilotes contactent le contrôle aérien et reçoivent leur autorisation de monter à 7000 mètres. À bord, les passagers s'installent confortablement. Mais à 12h40, 8 minutes seulement après le décollage, un bruit assourdissant secoue tout l'appareil. Une explosion. Une violente secousse. En une fraction de seconde, l'avion est plongé dans le chaos. À l'arrière, une énorme porte de soute vient de s'arracher en plein vol. L'ouverture béante provoque une dépressurisation explosive. L'air est violemment aspiré vers l'extérieur. Des passagers sont arrachés de leur siège et projetés hors de l'appareil, engloutis par le vide à plus de 400 km/h. À l'intérieur du cockpit, les pilotes voient leurs instruments s'affoler. Les commandes ne répondent plus. L'avion pique brutalement vers le sol. Le DC-10 devient incontrôlable. Pourquoi ? Parce que l'arrachement de la porte a sectionné tous les câbles de commande des gouvernes arrière. Sans eux, impossible de stabiliser l'appareil. Les pilotes luttent désespérément pour garder le contrôle, mais ils n'ont plus aucune prise sur leur avion. À 12h41, 1 minute après l'explosion, le DC-10 s'écrase à pleine vitesse dans une forêt près d'Ermenonville, au nord de Paris. L'impact est d'une violence inouïe. L'avion se désintègre instantanément. Il n'y a aucun survivant. 346 personnes viennent de perdre la vie. L'enquête, menée dans l'urgence, va rapidement révéler un scandale. Ce n'est pas la première fois qu'une porte de soute de DC-10 se détache en vol. Moins de 2 ans plus tôt, un cas similaire avait failli coûter la vie aux passagers d'un vol d'American Airlines. Mais à l'époque, par miracle, l'équipage avait réussi à poser l'avion d'urgence. McDonnell Douglas, le constructeur du DC-10, avait été averti du problème de conception des verrous de soute. Mais au lieu de corriger le défaut de manière définitive, la compagnie s'était contentée de recommandations insuffisantes. Sur le vol Turkish Airlines 981, la catastrophe était inévitable. La porte de soute, mal verrouillée, s'est ouverte sous la pression, déclenchant une réaction en chaîne fatale. Cet accident entraînera une refonte totale des normes de sécurité pour les soutes pressurisées. Les avions du monde entier seront modifiés pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Mais pour les familles des victimes, la vérité est amère. Cet accident aurait pu être évité. 34 vies perdues à cause d'une simple porte défectueuse. Aujourd'hui encore, l'accident d'Ermenonville reste gravé dans l'histoire de l'aviation comme l'une des pires tragédies causées par une négligence technique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à regarder notre épisode sur les villes les plus dangereuses au monde.